c'est ça qui m'a le plus enrichi en crypto, c'est d'acheter du Bitcoin toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures. J'allais voir, j'étais au travail, j'étais la nuit, tout le temps, j'allais voir à combien était mon portefeuille. Je me prive peut-être de gains supplémentaires, mais ce qui est pris est pris. Je fais partie de ceux qui avaient de l'argent sur FTX quand FTX a fait faillite. Quand j'aurai atteint mes cibles de vente ou que je jugerai que le potentiel de hausse est derrière nous, je sortirai de toutes mes positions, sauf peut-être... Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Aux yeux de beaucoup d'investisseurs, la crypto c'est un peu un joker dans l'allocation d'actifs, un pari ultra risqué qu'on se sent prêt à prendre que de façon opportuniste quand les marchés sont euphoriques. Pour voir ce que ça donne, sans grande stratégie, on prend alors rarement de bonnes décisions, on est pris dans le FOMO, les remords, les regrets. Jonathan, notre invité du jour, a lui une approche différente, bien plus structurée face aux cryptos. Il vit aujourd'hui de son capital, crypto pour la majeure partie, et considère qu'il gère son patrimoine en bon père de famille. Alors, crypto, en bon père de famille, qu'est-ce qui se cache derrière cette apparente contradiction? Et qu'est-ce que tu peux apprendre de cette démarche pour ton propre portefeuille? C'est ce qu'on va voir dans notre conversation du jour. On y verra notamment quelle est la place des émotions dans l'investissement crypto, quel indicateur regarder pour fixer ses prix de vente et prendre ses profits, quelle approche adopter pour rester lucide et réussir dans ses investissements crypto, selon son aversion au risque, le temps qu'on est prêt à y consacrer, quelle est la place du narratif, de la hype et d'autres critères dans l'analyse de la valeur d'un projet prometteur. Tu verras que dans cet épisode, tu vas pouvoir profiter vraiment de l'expérience de Jonathan dans les cryptos qu'il partage en toute transparence, notamment la place qu'il occupe dans son patrimoine et les erreurs qu'il a commises et qui font de lui aujourd'hui un investisseur plus avisé. Avant de démarrer, je te rappelle que tu peux retrouver chaque semaine dans ta boîte mail un résumé des apprentissages de chaque épisode du podcast, des ressources associées, des trucs et astuces aussi glanés au fil de mes rencontres ou de mon parcours d'investisseur. Pour cela, il te suffit de t'inscrire sur www.investisseur40.com/nl et tu pourras bénéficier de tout ça gratuitement. Allez, sur ce, on plonge dans notre conversation du jour sur l'investissement crypto en toute sérénité avec Jonathan. C'est parti. Salut Jonathan, bienvenue chez les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation pour parler crypto. Et habituellement, quand on se lance un peu dans cet univers crypto, on a l'habitude de voir des gens un peu plus en mode obscur, tu vois, un peu comme moi aujourd'hui avec des woodies qui sont un peu dans le mode dans le dark web, en mode développeur derrière au fond d'un garage. Et toi, t'as pas du tout cette allure-là, donc et t'as pas du coup ce discours-là. On va en parler, donc c'est vraiment assez cool et c'est déjà premier élément, je pense, intéressant pour parler avec toi de crypto aujourd'hui. Peut-être pour démarrer, justement, pour les gens qui connaissent pas du tout, absolument pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ouais, donc je m'appelle Jonathan, j'ai 39 ans, je suis marié, 2 enfants, j'habite dans les Landes, dans une petite maison en bord de plage où la vie est belle, on va dire. J'investis dans les cryptos depuis 2017 maintenant. Donc là, je suis sur mon 3e cycle. J'investis également dans l'immobilier depuis 2015. Mais je me suis consacré vraiment pleinement aux cryptos depuis 2021. Et donc je me suis mis à faire du contenu depuis surtout YouTube depuis 1 an maintenant. Voilà, pour partager en fait mon expérience, mon expertise et ma passion pour cet écosystème. Tu peux nous raconter un petit peu justement un peu de ton parcours et les points de contact que tu as eu avec la crypto, tu dis depuis 2017 mais plus intensément depuis 2021. Tu peux nous raconter un peu en gros sur les 5-6 dernières années comment ça s'est orienté, comment ça s'est passé? Ouais. Alors la crypto, j'ai découvert en 2017 avec le minage de Bitcoin. En fait, j'avais dans l'idée de générer des revenus passifs. À l'époque, j'étais cadre dans la grande distribution. J'avais du cash de côté que je voulais faire travailler à des rendements plus intéressants que ce que peut nous proposer en fait les placements classiques. Et donc, j'ai découvert le minage de Bitcoin via le cloud mining, donc, aujourd'hui qui n'existe plus trop. Mais à l'époque, voilà, c'était monnaie courante d'avoir de la puissance de calcul à acheter, notamment en Islande. En tout cas, la société avec laquelle j'ai investi était en Islande. On achetait de la puissance de calcul et donc en récompense, en fait, on recevait du coup des fractions de Bitcoin tous les jours.
Et on avait un ROI qui était assez intéressant. C'était en quelques mois, entre 4 à 6 mois, où on pouvait récupérer notre mise initiale. Et donc en fait, tout ce qui venait en supplément, c'était vraiment du gain. C'était en mode l'énergie était dégagée là-bas, proof of work, mais toi tu participais juste à entretenir, maintenir, investir, enfin pour Ouais, ça. c'est ça. En fait, on mettait par exemple un ticket de $500 ou $1000, et puis avec la société achetait des ASIC pour miner du Bitcoin, de la puissance de calcul, et donc on récupérait en fonction du montant investi, un prorata de Bitcoin que la société gagnait en faisant du minage. Et en fait, je me suis rendu compte, parce qu'à l'époque, je connaissais pas du tout Bitcoin, je connaissais pas la technologie blockchain. C'était vraiment purement, voilà, pour avoir un revenu passif. Je connaissais pas ce principe de difficulté de minage qui augmente avec le temps. Et je me suis rendu compte que les revenus, en fait, ils baissaient quand même assez vite. Même si, voilà, le ROI était rapide, on avait des revenus qui baissaient. Et donc, il fallait en fait racheter de la puissance de calcul pour pouvoir maintenir un certain niveau de revenus passifs. Et en parallèle de ça, donc ça c'était en août 2017, le Bitcoin était 3-4 000 $. On a eu l'explosion sur la fin 2017 où le Bitcoin a été tapé les 20 000 $. Je me suis rendu compte finalement que c'était plus intéressant d'en acheter, de mettre plutôt 1000 $ directement dans du Bitcoin et de le voir se valoriser plutôt que d'avoir de la puissance de calcul. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a semblé du coup plus intéressant. Donc j'ai commencé à en acheter. Et puis j'ai découvert qu'il y avait d'autres cryptos, donc Ethereum, Ripple. À l'époque, il y avait également Bitcoin Cash sur lequel il y avait beaucoup de spéculation. Il y avait Litecoin aussi qui me plaisait beaucoup puisque on avait Bitcoin en or numérique et Litecoin en argent numérique. C'était le narratif qu'on avait à l'époque sur Litecoin. Donc ça me parlait bien, donc j'ai investi dessus. Il y avait des cryptos anonymes aussi qui aujourd'hui n'existent plus comme Dash, enfin qui n'existent plus. On les retrouve toujours, mais en tout cas elles sont plus dans le top, dans le top. Ouais, c'était peut-être top 15, top 20. Enfin c'était vraiment dans le top du classement CoinMarketCap ou CoinGecko. Et donc voilà, je me suis mis du coup à acheter, mais sans vraiment savoir quand vendre, sans savoir le potentiel, sans comprendre vraiment dans quoi j'investissais. Donc j'ai fait du buy and hold. En fait, quand ça a craché, du coup c'était décembre, janvier, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'ai pas compris en fait pourquoi le marché chutait, parce que pour moi ça partait to the moon quoi. J'étais vraiment pris. Je suis pas rentré dans le FOMO de la fin d'année. Je suis rentré un peu avant, mais j'ai été pris dans le FOMO à fond. À fond, j'ai acheté la plupart des cryptos que j'ai cités tardivement. Et j'ai tout gardé jusqu'au cycle d'après où j'ai vu que ça repartait. Certaines de ces cryptos sont bien reparties, d'autres non. Et après, il y a eu la finance décentralisée qui a bien poussé le marché en 2020-2021. Donc là, tout un tas de nouveaux projets. Enfin là, vraiment, l'ampleur du marché a vraiment pris une autre dimension. Et ensuite, sur ce troisième cycle, on a des nouvelles narratives, on a des nouvelles cryptos, on a des nouvelles histoires qui arrivent sur le marché crypto. Et là, je suis sur mon troisième cycle, donc je suis beaucoup plus, je comprends beaucoup mieux ce que je fais. Et l'idée, c'est de transmettre aujourd'hui par mes expériences et mes erreurs, comment investir de manière plus intelligente et de manière plus sereine en comprenant mieux en fait ce qu'il y a derrière la crypto. C'est-à-dire que c'est un actif qui peut être très intéressant d'avoir en portefeuille, mais qui est aussi très risqué, très volatile. Et chaque crypto, enfin notamment Bitcoin, est vraiment à part, en tout cas pour moi, des autres. Mhm. Et alors c'est intéressant parce qu'on va pouvoir justement, parce que quand tu dis je suis dans la crypto depuis 2017, dans le milieu crypto, quand tu dis ça, c'est waouh, t'es un vétéran quoi, t'es un vet. Et en fait, peut-être intéressant de savoir pourquoi on pense ça et pourquoi ça donne tout de suite de l'expérience et ça donne tout de suite une perspective à l'investisseur qui a connu ces cycles comme toi, plutôt qu'un investisseur qui vient de se lancer, qui vient de découvrir ce monde-là. Est-ce que tu peux nous emmener peut-être au travers de ces cycles et tu sais, tu dis t'as acheté la plupart des alts haut à fin 2017 et ensuite tu les as gardés jusqu'au prochain cycle. Juste comprendre un petit peu peut-être les principaux trucs qui t'ont marqué sur les dernières années au cours de ce contact-là, peut-être les choses, les moments forts, les moments aussi de voilà les grosses pertes que tu as pu peut-être essuyer et comment ça a façonné ton esprit au point où tu nous dis aujourd'hui que ça change ta psychologie, que tu es peut-être plus serein face au prochain cycle.
En fait, on est soumis à beaucoup de biais cognitifs et émotionnels dans le milieu de l'investissement, quelle que soit la classe d'actifs. On parle beaucoup de mindset, d'état d'esprit, et je trouve que c'est particulièrement vrai en crypto. En tout cas, c'est la classe d'actifs qui a mis le plus à mal mes émotions. Clairement, j'ai investi en bourse, j'ai investi en immobilier, j'ai investi dans l'or. Voilà, c'est beaucoup plus tranquille, même si l'immobilier a quand même son lot de galères à gérer. Moi, je fais exclusivement du locatif, donc voilà, la rénovation, ça peut être des galères. Les soucis d'impayés, j'ai été 2 fois au tribunal, c'est des galères à gérer aussi. Mais les émotions en termes on va dire de qualité de sommeil ou de tranquillité d'esprit, vraiment la crypto, c'est, pour moi en tout cas, ça a été très remuant. Je me souviens, donc pour moi ce qui a été marquant, c'est le pic des $20 000. Je me réveillais pas toutes les heures, mais je me réveillais tout le temps. Tout le temps, je me réveillais la nuit et j'allais voir. Et j'étais vraiment, je sais pas, toutes les 10 minutes, toutes les demi-heures, j'allais voir, j'étais au travail, j'étais la nuit, j'ai tout le temps, j'allais voir à combien était mon portefeuille, parce que quand tous les jours ça prend 10-15% et qu'on voit un montant investi qui va être de quelques milliers d'euros passer à quelques dizaines, voire quelques centaines, bah, ça paraît complètement fou. Surtout quand on sait pas dans quoi on investit. Au départ, en 2017, il y avait très peu de contenu. Je savais pas vraiment ce qui se passait, je comprenais pas trop. Donc ça a vraiment été un moment très marquant. Après, il y a eu la descente. La descente qui a, malgré tout, ça n'a pas été trop difficile finalement, parce que j'avais des fortes convictions dans les projets dans lesquels j'avais investi. Donc ça m'a permis de pas vendre dans la panique, ce qu'on appelle panic sell, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans la crypto, mais je vais essayer de pas trop en faire. Et ça a été un peu long. C'est vrai que j'ai un peu délaissé le marché, ça m'a un peu moins intéressé du coup, parce que voilà, portefeuille il baissait. Sur les différents projets que j'ai cités, aujourd'hui je garderai des convictions quasiment uniquement dans Bitcoin. Alors j'ai pas cité Ethereum, mais j'étais aussi sur, je crois que j'ai pas cité Ethereum, hein, mais j'étais aussi dessus. Donc il y a eu Bitcoin et Ether. Après le reste, j'ai compris que ça repartirait pas comme les autres, ou du moins qu'il fallait peut-être s'orienter vers des nouvelles cryptos. On voit qu'historiquement, des cryptos plus récentes bénéficient d'un peu plus de hype et donc ont un potentiel de multiples qui peut être plus élevé. C'est pas une science exacte, mais bon, c'est quand même, je trouve, une vérité générale. C'est intéressant cette partie-là, parce que ça me conforte l'idée qu'en fait tu peux avoir des convictions sur un use case, tu vois, des vraies valeurs qui est offerte par un projet, tel que tu l'avais peut-être acheté à ce moment-là et que tu avais cru et que tu les avais holdés, gardés pendant le creux. Et au final, t'es passé au cycle 2021 et elles sont pas remontées, celles-ci. Malgré peut-être un projet bon, une équipe bonne, tu dirais que c'est un peu ça et que finalement c'est... Oui. Ouais. Alors, il y en a qui sont remontés, mais qui n'ont pas forcément eu les performances qu'ont pu avoir Bitcoin et Ethereum, qui ont été refaire des plus hauts historiques. Il y en a assez peu finalement qui, au fil des cycles, font toujours des plus hauts historiques toujours plus hauts. Finalement, il y en a assez peu. Et la plupart des projets, dans le temps, en fait, comment dire, ils perdent en hype, en fait, ils perdent en intérêt, et ils délivrent pas forcément non plus les promesses attendues. Et il n'y a pas forcément, quand tu parles de use case, il n'y a pas forcément de cas d'utilisation. Dans la crypto, on est quand même beaucoup sur des promesses, et il n'y a pas les cas d'usage réels. Enfin, moi, c'est souvent ce qu'on me dit. On me dit, ouais, mais la crypto, c'est très abstrait. Il y a quoi de concret? Pourquoi c'est utilisé? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage, mais il reste quand même très très limité, et on est principalement sur des promesses. Je pense qu'on est au début de rien sur la technologie blockchain. Donc c'est des paris qui sont très risqués. Et par rapport aux différents cycles, moi, des leçons que je tire, en tout cas celles que je tire pour ce cycle-là, c'est que sur ce cycle, quand j'aurai atteint mes cibles de vente, ou que je jugerai que le potentiel de hausse est derrière nous, je sortirai de toutes mes positions, sauf peut-être Bitcoin,
Mais en tout cas, sur les autres, je sortirai à 100%. Parce qu'aujourd'hui, je me traîne encore des cryptos des cycles passés. Et à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Et faut pas, on dit qu'il faut pas tomber amoureux des projets. Ça peut paraître un peu bizarre de tomber amoureux de certains projets, mais pour autant, quand on croit dans un projet, qu'on investit de l'argent dessus, et qu'en plus, il nous rapporte des gains significatifs, c'est pas qu'on tombe amoureux, c'est qu'on a envie d'y croire toujours. Et on a envie de penser qu'il va continuer à nous délivrer des forts rendements, et c'est pas forcément le cas. Faut rester lucide et pragmatique et savoir faire une rotation dans les différents actifs. Là où tu dis que tu es plus serein aujourd'hui, c'est par rapport au fait que justement avant tu hésitais à prendre des profits. C'est ça qui t'a un peu qui a un peu pêché dans ce parcours-là. Enfin, c'est parce que je comprends mieux dans quoi j'investis. Je sais ce que je fais, je sais que je peux me tromper, mais si je me trompe, je sais pourquoi je me suis trompé. Typiquement, quand j'ai commencé à investir, j'investissais pas dans des projets que j'analysais. Je savais pas analyser un projet. J'entendais, alors il y avait très peu de contenu, mais il y en avait quand même un petit peu. Et j'entendais un gars parler d'un projet. Ah ouais, ça a l'air trop bien. Vas-y, j'en achète un peu. J'investis un peu dessus, mais sans du tout comprendre. Et après le projet, il part à la cave. Je me dis mais pourquoi il a dit ça lui alors que le projet il part à la cave, et je prends pas. Au début, je prenais pas trop mes responsabilités parce que je me disais je m'en voulais d'avoir suivi quelqu'un. Euh, mais voilà, du coup, j'ai appris aussi à faire mes propres recherches. Donc, même si je peux me tromper, je vais m'en prendre qu'à moi-même, et voilà, je suis plus serein dans ce sens-là. Je suis plus serein parce que j'ai un portefeuille qui est majoritairement en Bitcoin et j'ai des grosses convictions dans Bitcoin. Pour les 5, 10, 15, 20, s'il y a une crypto que je dois garder dans le temps, ce sera celle-là. Et les autres, je dis pas qu'il y a dans 10 ans, peut-être Ethereum sera encore là, peut-être il y aura du Solana, j'en sais rien, hein, du Chainlink, mais peut-être pas. Bitcoin, en termes de certitude, je suis Donc le fait d'avoir ces certitudes là, ça me permet de bien dormir et d'avoir. Moi aujourd'hui, je suis à un peu plus de 70% de mon portefeuille en Bitcoin. ok, ouais, tout est largement. Mais parce que c'est une position un peu de creux de marché. Là, on est un peu dans le creux de marché. Tu serais pas forcément de cette manière-là si on était en plein bull market non plus, quoi. En plein bull run. Ouais. Alors, si demain les alts surperforment Bitcoin, forcément, ça viendra prendre des parts de marché sur Bitcoin dans mon allocation. Mais je ferai pas de rééquilibrage pour vendre du Bitcoin et passer sur des alts. Ouais, ok. Ça, je le ferai pas. Mais ça, c'est lié à mon profil d'investisseur. Moi, je suis plutôt dans un profil prudent, qu'on peut qualifier de bon père de famille, où, vu les montants que j'ai, je peux pas me permettre de prendre des paris supérieurs, en tout cas aujourd'hui, à 25% de mon portefeuille. D'accord, donc tu limites les actifs risqués, entre guillemets, dans crypto, de ton portefeuille à 25, quoi, Ouais. 25%. J'en ai, parce que je suis exposé sur beaucoup de projets, mais ça reste des tout petits pourcentages pour aller chercher un peu de performance. En tout cas, force est de constater aujourd'hui que sur ce troisième cycle, c'est Bitcoin, en tout cas aujourd'hui, en termes de dominance, qui est sur quasiment 60%, qui surperforme le marché. Il y a quelques alts qui vont aller surperformer Bitcoin, et c'est notamment des meme coins. Donc voilà, je préfère rester sur Bitcoin. Ouais, et ça revient encore toujours à la discussion cas d'usage versus hype, où c'est clairement la hype qu'il faut suivre. Enfin, pour les altcoins en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça l'élément le plus déterminant finalement. Donc, moi personnellement, je l'ai compris comme ça. Et tu me dis si tu es d'accord aussi, mais en fait, le cas d'usage ne fait qu'entretenir l'espoir et donc la hype qui vient derrière, si elle est relayée, mais c'est principalement la hype qui va faire le truc. Ouais. La hype joue pour beaucoup, ouais. J'ai envie de dire malheureusement, parce que moi qui aime bien investir de manière rationnelle et logique, c'est-à-dire que j'aime bien investir dans des projets qui délivrent, des projets qui ont une vraie utilité, des cryptos qui vont avoir un business model qui tient la route, qui vont gagner de l'argent, plutôt que des cryptos comme des mèmes qui finalement n'ont pas de réelle utilité, si ce n'est
une utilité de communauté. Non, complètement. Mais après, en fait, je pense qu'il y a quand même deux casquettes. Il y a la casquette investisseur et la casquette, enfin, investisseur aussi, mais effectivement, c'est plus encourageant, enrichissant intellectuellement de dire qu'on met des billes dans un projet où l'équipe est solide, la stratégie est bonne, le milestones elles sont tenues, les promesses sont tenues, ils font tout, et la tokenomics est solide, tout ça. Mais en réalité, c'est pas ça qui va forcément être gagnant. C'est ça qui est cruel un petit peu dans ce monde, quoi. Ouais. Après, je pense malgré tout que dans le temps, des blockchains qui sont adoptées, sur lesquels il y a beaucoup de cas d'usage. On peut citer Ethereum, même si en termes de prix aujourd'hui, Ethereum sous-performe Bitcoin. N'empêche que si on regarde un peu son historique, Ethereum a une superbe courbe et a vu une superbe progression de son prix. Et je serais pas surpris à un moment donné de voir une inversion et de voir Ethereum sur la suite du cycle surperformer Bitcoin et potentiellement l'ensemble du marché. Parce qu'il y a une adoption, il y a des cas d'usage. Oui. C'est pour ça que c'est le numéro 2. Enfin, je pense qu'après Bitcoin, effectivement, peut-être le plus solide en termes de TVL, du coup, c'est quand même Ethereum. Donc, même si quand on regarde l'évolution de la volatilité, on n'a pas forcément l'impression, parce qu'encore une fois, tu dis qu'Ethereum est bon et solide, mais tu regardes son cours aujourd'hui, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors que ça reflète pas finalement, enfin forcément la valeur du projet. C'est ça aussi qui est compliqué à cerner, mais Ouais. Ben, en fait, on a souvent tendance à penser à tort que parce qu'un projet performe au niveau du prix de son jeton, c'est que c'est une crypto de qualité. Et inversement, s'il sous-performe, ça veut dire que c'est un projet qui est de mauvaise qualité. On a tendance à penser ça, alors que c'est pas le cas. Il y a une décorrélation entre les deux. À court moyen terme en tout cas, parce qu'après à long terme, un projet qui n'apporte rien, effectivement, peut profiter d'une hype pour avoir une belle hausse, et ensuite il va partir à la cave, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça fait aussi les beaux jours des influenceurs sur des shitcoins complètement claqués, de dire regardez à quel point elle est sous-valorisée. Parce que puisque l'argument de le cours ne reflète pas la valeur, ils se disent bah voilà, regardez à combien vous l'avez acheté et ça va faire au moins un fois 100, tu vois. Ça te fait qu'alimenter ce genre, tu vois. Alors c'est tout à fait vrai. Sur les potentiels de hausse, on voit des trucs complètement fous. Enfin moi c'est vrai que j'aurais tendance à rester très raisonnable sur les multiples à faire. Et ce que j'applique pour moi et que je recommande pour ceux qui sont plutôt sur mon profil, c'est de prendre des profits par palier et dire peut-être que tu estimes que le maximum du prix sur ce cycle c'est ce niveau-là. Et bien pendant la montée, faut prendre des profits, quoi. Et moi je prends des profits quand même assez vite, trop tôt, et je me prive peut-être de gains supplémentaires, mais ce qui est pris est pris. Ouais. Non, complètement. Et c'est vrai que c'est pour les gens qui ont vécu ça, moi je l'ai vécu, ce moment où tu prends les profits et tu t'en veux de prendre des profits, faut le vivre pour se rendre compte à quel point ce moment va passer et que derrière, tu vas complètement voir ton action d'une manière complètement différente un mois après en te disant mais qu'est-ce que j'ai bien fait. Exactement. Et je pense, enfin moi je suis plutôt de l'école à dire, il y a aucun regret sur la prise de profit. Si tu prends à 50% à x2 à x3 et que ça va à x10, mais que t'es plus dedans, mais faut pas avoir de regret. T'as pris x2 x3. Quelle classe d'actifs va t'offrir ça en quelques mois ou en quelques années? Il y en a très peu. Donc il y a ce phénomène en fait de cupidité en fait où on en veut toujours plus, et quand on rentre dans des phases d'euphorie et de FOMO où il y a donc des gens qui vont arriver beaucoup trop tard, on en veut toujours plus et on a tendance, au lieu de prendre des profits, à réinvestir. Et si on prend des profits sur un projet, on va les réinvestir sur un autre, et pour moi c'est pas forcément une bonne opération. Mais ça, il y a que l'avenir qui le dit, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a que quand tu l'as vu que vraiment tu l'intègres. Juste revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu t'es mis en danger
dans toute cette phase-là où des fois ça fait des erreurs forcément, est-ce que tu t'es mis en danger à des moments donnés où t'as eu chaud et qu'est-ce qui t'a sauvé ou qu'est-ce que t'as appris par rapport à ça? Est-ce que je me suis mis en danger financièrement? Ouais, par exemple par rapport à tes Non, parce invests. Ouais. que j'ai toujours investi de l'argent dont j'avais pas besoin pour vivre. Ça, effectivement, c'est quand même la base, quoi. Surtout quand tu es sur un marché aussi volatile que celui de la crypto, il vaut mieux ne pas en avoir besoin. Euh, donc non, je me suis jamais mis en danger. Pour revenir sur les faits marquants que tu me posais tout à l'heure, il y a un fait marquant. C'est pas que je me suis mis en danger, c'est que j'ai fait confiance à des tiers qui ont été défaillants. Je fais partie de ceux qui avaient de l'argent sur FTX quand FTX a fait faillite. Je fais partie de ceux qui avaient de l'argent sur Celsius quand Celsius a fait faillite. Donc ça m'a quand même impacté. J'étais quand même sur des sommes à 5 chiffres sur les deux. Donc je vais pas dire que ça m'a pas impacté. Ça a été assez douloureux. Heureusement, j'avais quand même la majorité de mes fonds sur Ledger. Not your keys, not your coin. Si vous ne détenez pas vos clés privées, vous ne détenez pas réellement vos cryptos. Vous faites confiance à un tiers avec un risque de défaillance. Et je l'ai appris à mes dépens, même si je le savais, hein, tout le monde le sait, mais voilà, faut savoir que dans la crypto aujourd'hui, en tout cas sur toutes les plateformes d'échange crypto, euh, l'État ne les sauvera pas, contrairement aux banques commerciales qui sont voilà souvent garanties par l'État, par les banques centrales. Voilà, s'il y a une faillite ou quoi, il y a moyen de s'arranger. Dans la crypto, quand la plateforme fait faillite, elle fait faillite et les clients n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Donc voilà, ça a été voilà mise en danger, peut-être voilà faire trop confiance à des plateformes. Donc je dis pas qu'il faut pas utiliser de plateforme centralisée. Moi-même, j'en utilise au quotidien. C'est quand même très pratique et pas cher et ça permet d'accéder à plein de cryptos. En fait, l'accès à la crypto de manière centralisée, pour moi, c'est aujourd'hui pour une adoption qu'on appelle l'adoption de masse, en tout cas pour la majorité des gens, ça reste quand même euh, le plus simple. Parce que dès qu'on passe un peu sur la blockchain, donc avec des échanges directement sur la blockchain, avec des portefeuilles décentralisés, que ce soit des portefeuilles chauds ou des portefeuilles froids, on se heurte quand même à une difficulté de communication entre les blockchains et à des frais aussi également selon les blockchains utilisées qui vont être assez élevés. Alors là, je pense notamment à Ethereum, même si les frais ont nettement baissé, il reste quand même de quelques dollars. Donc selon les montants qui sont transigés, ça fait des pourcentages qui peuvent être importants. Et sur le transfert de fonds d'un portefeuille à l'autre, c'est vrai que dès qu'on est sur des portefeuilles décentralisés, ça complexifie quand même. Et je comprends que ce soit un gros frein à une utilisation à grande échelle. Dans un court instant, on verra quelle approche adopter pour rester lucide et réussir dans ses investissements en crypto. Quelle est la place du narratif de la hype et d'autres critères dans l'analyse de la valeur d'un projet? Et quelles sont les meilleures ressources que Jonathan utilise au quotidien pour faire ses analyses? À tout de suite. Ouais, on n'a pas encore complètement résolu ce problème-là pour que les gens puissent aider. Donc c'est vrai que cette transférabilité et la sécurité aussi, hein, qui reste toujours encore un enjeu. Ça serait quand seront levés, voilà, je pense qu'il y aura une bonne adoption. Écoute, c'est cool. On peut peut-être passer à une deuxième partie que je voulais voir avec toi. Enfin, juste pour structurer pour les gens qui peut-être qui démarrent ou les gens qui sont déjà dans la crypto plusieurs cycles. Comment toi tu vois une manière vertueuse d'approcher l'investissement crypto, tu vois, en termes de stratégie, en termes de aussi en fonction des objectifs de chacun. J'imagine que tu dois parler aussi beaucoup avec des investisseurs aussi et savoir en fait qu'est-ce que pour toi sont on va dire les pièces maîtresses dans l'investissement, les choses à pas rater quand on investit dans crypto, si on démarre aujourd'hui ou si on a peut-être déjà commencé mais pas forcément de manière structurée. Ouais. En fait, comme tu l'as dit, la stratégie, c'est vraiment un élément central dans la réussite de ces investissements. Quand tu te lances dans l'investissement immobilier,
tu réfléchis à ton mode d'exploitation, tu réfléchis à ta fiscalité, tu vas réfléchir aux travaux. Enfin voilà, tu vas mettre en place une stratégie pour ton opération immobilière. Quand tu investis dans la crypto, il faut adopter un peu une démarche similaire de réflexion sur quel est mon profil. Est-ce que j'ai du temps à accorder à l'investissement ou pas? Est-ce que j'ai envie de développer des compétences? Est-ce que j'ai un profil avec une aversion au risque qui est plutôt élevé, ou au contraire je suis plutôt en mode dégène et j'ai pas peur de perdre tout ce que je mise et je veux aller chercher des gros X? Voilà, ces questions-là se poser en fait sur son profil d'investisseur. Ensuite, ça va être les objectifs. Est-ce que je veux faire monter mon capital pour la retraite? Est-ce que je veux avoir des revenus passifs? Est-ce que j'ai envie voilà, d'atteindre un certain montant pour ensuite faire un apport dans un projet immobilier? Voilà, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est surfer le cycle? Est-ce que c'est investir sur 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et en fonction des réponses, on aura une stratégie qui devra se mettre en place. Et par rapport à la stratégie, je la déclinerai en deux parties. Une stratégie d'investissement où on va acheter, et une stratégie de sortie où on va prendre ses profits. C'est-à-dire que quand on achète une crypto, on a tout un tas de possibilités d'investir. Il y a ce qu'on appelle assez couramment le DCA, le dollar cost average, pour investir le même montant de manière régulière. Est-ce que je le pratique sur l'ensemble des cryptos que j'ai envie d'avoir en portefeuille? Est-ce que je le fais en one shot parce que là, je considère que c'est le bon moment? Voilà, il faut déterminer un peu comment on a envie de rentrer sur le marché. Est-ce que c'est, je sais pas, on a 10 000 euros de côté qu'on a envie d'investir, ou on a 100 euros, 150 euros par mois d'épargne supplémentaire qu'on a envie d'investir? On va pas gérer ça de la même manière. Pour l'entrée, tu ferais aussi des paliers, c'est-à-dire tu parlais de selon le mouvement du marché, de dire là j'entre beaucoup plus si le prix baisse en dessous de ça, j'entre à beaucoup plus, et si le prix commence à monter, j'entre en DCA mais de façon beaucoup plus modérée, ou voire pas du tout sur si on s'est donné par exemple chaque mois de mettre un peu d'injecter un petit peu. Il y a des mois où en fait le palier étant tellement haut, j'injecte pas, d'autres où le palier est bas, j'injecte. Tu fonctionnes comme ça? Ouais. Ça, ce que tu décris, ça s'appelle le DVA, le Dollar Value Average. C'est que tu l'adaptes, c'est un DCA adapté en fait à ta vision du marché. Tu vas soit investir plus, soit investir moins. Moi, j'aurais tendance à faire du DCA, et je vais pas forcément augmenter ma position ou la réduire. Je vais soit je vais investir, soit je vais pas investir. Ça va être un peu plus simple. Mais après, ça dépend aussi du temps que tu as accordé, parce que le DVA, c'est très bien, mais si tu le fais sur 10 cryptos, faut que tu analyses 10 cryptos de manière régulière pour voir du coup. Enfin, ça demande un peu plus de temps, donc encore une fois, voilà, ça dépend du temps que tu as à y consacrer. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne manière d'investir, si ce n'est que ça peut être un peu risqué sur des alts sur lesquels tu te trompes. Tu vois, si tu te dis à cette alt-là, j'ai des bonnes convictions dessus, j'ai envie d'investir tous les mois dessus, ça baisse, j'investis plus, et puis au final, ça baisse pendant 1 an, 2 ans, et puis ça se relève jamais. Et là, du coup, c'est un panier percé, quoi. Ouais. C'est un puissant fond. Donc voilà, faut faire attention à ça. Sur Bitcoin, ça pourrait être du coup, voilà. Mais c'est ma conviction aussi. Et d'ailleurs, je précise que dans cet échange, il n'y a aucun conseil d'investissement. Je suis pas conseiller financier. Voilà, je partage uniquement mon expérience sur l'investissement crypto. Et donc, moi, par exemple, Bitcoin, j'ai commencé à en rentrer dessus en juillet 2020. Combien? Je sais plus. 2023. Ouais. On avait le top de marché en novembre 2021, le bottom en novembre 2022, et donc du coup, je suis re-rentré en juillet 2023. On était autour des 30 000 $. Pour moi, je m'étais dit en dessous des 30 000 $, c'est intéressant d'en acheter. Donc, j'ai acheté trop tôt par rapport au bottom des 15 000. Et ça, c'est très facile, en fait, de se le dire après. C'est toujours pareil, hein, quand on regarde l'histoire, on se dit, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Oui, mais bon, forcément, on connaît pas ce qui va se passer demain. Personne n'a de boule de cristal. C'est important de le rappeler. Il y a un biais psychologique par rapport à ça. De se dire, oui, mais c'était évident que ça allait se passer comme ça. Alors que non. Bref.
Donc de 30 000 et je l'ai fait pendant un an et demi, jusqu'à ce que ça repasse au-dessus des 30 en fait. À peu près. Je sais plus trop exactement quand j'ai arrêté. Mais je sais que j'ai commencé quand il était à 30 000 et donc j'ai investi tout le temps où il était en dessous des 30 000. Ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'en acheter aujourd'hui. C'est juste que c'était dans mes cibles. Contrairement à Ethereum où j'en achète encore et les alts. Aujourd'hui, j'achète uniquement des alts parce que la plupart elles se sont faites assez massacrées depuis le pic de mars 2024. Donc pour moi, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans des zones d'achat intéressantes. Donc du coup, je vais plutôt renforcer les alts. Et je le fais toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai une liste d'alts sur lesquelles je vais investir un certain montant. Voilà. Et en fonction de comment ça évolue, je vais plutôt aller sur celle-là ou sur celle-là. Voilà. Généralement, je vais aller plutôt vers celles qui sous-performent. Enfin, celles qui sont pas dans des tendances haussières trop fortes. On achète, il est toujours préférable d'acheter dans des phases de latéralisation quand la courbe en fait il se passe rien, là où c'est ennuyeux, là où finalement beaucoup de gens n'ont pas envie d'investir, que quand ça commence à partir. Tu vois la Tao quand il part par exemple, faut pas y toucher quoi. Enfin en tout cas moi j'y touche pas. Ouais, là on est carrément dedans là, dans la latéralisation. Ouais, sur beaucoup de cryptos, ouais, on est dans une phase intéressante, en tout cas moi que j'ai jugé intéressante. Et donc ça c'est pour la partie stratégie d'achat, où je vais plutôt faire le DCA parce que moi je pars du principe que je sais pas quand sera le point bas, comme je sais pas quand sera le point haut. Donc du coup je fais par palier à la vente ou on peut le faire aussi en DCA inversé. Voilà, ça c'est chacun sa stratégie. Ça marche. Et donc, à la vente, de façon un peu plus structurée, j'ai l'impression, là, c'est vraiment des paliers de prix où tu cherches pas, tu vends un tel pourcentage tel que tu t'es dit, à tel palier de prix jusqu'à un moment où ça sera peut-être pas le top, mais t'auras tout liquidé, tu seras tout en stable ou en cash. Et t'attends le prochain cycle. Il y a un indicateur technique que j'aime bien. Alors, il est à prendre avec des pincettes par rapport au tokenomics de la crypto concernée. C'est les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci. Donc les retracements de Fibonacci qui permettent de déterminer si on est dans une zone de rechargement intéressante, moyenne ou long terme, en fonction du retracement du coup qu'il y a eu sur le cours. Et les extensions de Fibonacci qui sont pour moi intéressantes pour fixer des objectifs de prix de vente. Tu nous expliques un peu ça parce que pour beaucoup de gens c'est complètement inconnu. Est-ce que tu es en train de mesurer les flux entrants-sortants du marché de manière globale et c'est ça qui te donne une indication d'où on en est ou pas du tout? Non. En fait, les Fibonacci c'est une suite mathématique de chiffres. Ça a été découvert par un Italien qui s'appelle Fibonacci. Et donc c'est moi j'utilise sur TradingView qui est un site d'analyse graphique. Et donc tu peux donc faire des retracements de Fibonacci. Après je saurais pas là présenter le calcul mathématique qu'il y a derrière, mais en tout cas quand on désigne par exemple sur le retracement, on va prendre le point haut, le point bas, et ça va nous mettre des paliers avec des zones. Et donc c'est ces zones là qui vont à cibler. Et les extensions, on va prendre sur un mouvement, on va prendre le dernier point bas, le dernier point haut et le point bas actuel. Et en fait, en identifiant ces points-là, ça va nous donner sur le graphique des cibles de prise de profit. Voilà. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet dédié à ça pour ceux qui veulent en savoir plus. J'en parle pendant 20-30 minutes pour creuser un peu le sujet. Et pour la prise de profit, un autre élément que j'utilise, c'est de cibler une capitalisation boursière en croisant avec un potentiel classement dans CoinGecko ou CoinMarketCap. Et donc ça, c'est de dire si je considère que le projet peut atteindre X milliards de capitalisation par rapport à sa capitalisation actuelle, et en prenant aussi la tokenomics, donc à savoir s'il y a des jetons qui vont être libérés dans les mois ou les années qui viennent, quel multiple le jeton pourrait faire pour atteindre cette capitalisation.
C'est en gros, si par exemple un projet fait 1 milliard de capitalisation et je pense qu'il a le potentiel de faire 10 milliards parce que je regarde ses concurrents et il a un concurrent qui est à 10 milliards et je me dis que le projet a le potentiel de rattraper son concurrent, il n'y a pas d'émission, pour faire simple, il n'y a pas d'émission de jetons. Donc le jeton peut faire x10. Si par exemple il y avait 2 fois plus de jetons en circulation, je dirais il a le potentiel de faire x5. Et s'il y a dans les economics la possibilité de vesting, de relâchage de tokens, comment tu gères le truc? Voilà, c'est ça. Si par exemple il y a 50% de la supply en circulation et qu'il les 50 autres pourcents vont être libérés en vesting, donc des jetons qui vont être libérés pour les premiers investisseurs ou liés à l'inflation pour la récompense de stacking par exemple, à ce moment-là, 50% c'est un chiffre facile pour dire qu'il y en aura 2 fois plus, donc je divise le multiple potentiel de 10 par 2, donc ça nous fait un potentiel de x5. Il y avait beaucoup ce narratif à un moment donné, je crois que dans le dernier cycle, il y avait même des calculettes qui mesuraient le potentiel. On a des trucs délirants parce que tu mesurais des shitcoins avec des projets super établis. Est-ce que ça fonctionne? Il y a un site qui propose ça, effectivement, où tu pars d'une crypto et tu dis si ça atteint la capitalisation de ce projet-là. Moi, j'utilise pas ça. Non, j'ai plus, je fais plus moi mes propres calculs et je le fais uniquement sur des projets dans lesquels j'ai des convictions et pour lesquels je veux travailler ma stratégie de sortie. Tu nous parles un peu justement de ta manière de sélectionner les projets pour toi, parce que toi, tu as un profil, tu le disais, prudent, mais quand même passionné de crypto, donc tu es plutôt dans le profil d'investisseur qui a du temps et qui veut se donner du temps pour comprendre les projets, pour avancer, faire des choix plus avisés. Ouais. Comment toi, tu approches ces analyses de projets? Ouais, alors le premier élément que je prends en considération, c'est ce qu'on appelle la narrative. C'est à savoir, en gros, c'est le secteur d'activité, dans quelle catégorie en fait la crypto se classe. Est-ce que c'est une crypto sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un peu la narrative principale de ce cycle? Est-ce qu'il est sur les real world assets, donc la tokenisation des actifs du monde réel, ou ce qu'on appelle la DePIN, donc c'est les infrastructures décentralisées, comme le cloud computing ou le stockage en cloud. Ça, en fait, on va avoir donc différentes narratives et la question qu'on se pose quand on constitue son portefeuille, c'est de dire sur quelle narrative j'ai envie d'être exposé. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est aller voir les leaders de chaque narrative d'abord, tout simplement parce que je veux minimiser mon risque et on sait que plus une crypto est peu capitalisée, plus le risque est important, plus le potentiel l'est aussi, mais c'est le risque ratio-récompense qui est à mesurer. Et moi, comme j'ai quand même envie de limiter le risque, je vais aller quand même plutôt sur les projets les plus capitalisés. Et donc, quand je veux analyser un projet, donc une fois que j'ai sélectionné donc sur la narrative qui m'intéresse, je vais essayer de comprendre en fait ce que le projet apporte. Quelle est sa valeur ajoutée à l'écosystème? Est-ce que c'est la copie d'un projet ou est-ce que réellement il y a quelque chose qui va être différenciant? On peut regarder aussi l'équipe. Alors l'équipe, des fois c'est pas toujours évident d'avoir des infos sur l'équipe et des informations fiables. C'est-à-dire que tu vas voir que telle personne qui bosse sur le projet, elle a fait l'école Intel, elle est expert en machin, elle a bossé chez Apple ou Microsoft. Ça te donne une indication, mais c'est pour moi en tout cas, ça reste difficile quand même à mesurer, à moins que la personne soit quelqu'un de très reconnu dans l'écosystème et quelqu'un sur lequel il n'y ait pas de débat en fait sur ses compétences et son expertise. Il y a beaucoup de noms en fait qui peuvent avoir des beaux diplômes et des belles expériences, mais sans forcément. Tu peux pas avoir la garantie que la personne en fait elle va. Si tu l'as pas rencontré, c'est pas comme quand tu investis dans une start-up et que tu vois le pitch du gars et que tu discutes avec lui. Donc ça reste quand même difficile pour moi en tout cas à évaluer. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les données un peu on-chain. C'est de voir si il y a des applications décentralisées qui se créent dessus. Si par exemple c'est une blockchain de contrats intelligents, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se créent dessus? Est-ce qu'il y a de l'activité, que ce soit au niveau des développeurs, que ce soit au niveau donc des applications.
au niveau de l'utilisation des adresses, est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a du volume dessus? C'est facile ça, ou il faut vraiment des compétences techniques importantes pour visualiser ça, en fait, les activités, tout ça Alors en chain? aujourd'hui, il y a des outils qui sont très faciles d'accès. Euh, alors c'est plus ou moins payant. Tu as une version gratuite et après tu as la version payante pour aller plus loin. Mais déjà la version gratuite, elle est quand même pas mal. Tu as le site Dune qui est vraiment excellent. Tu as Token Terminal aussi. Il y a Artemis.xyz. Il y a quelques sites comme ça qui fournissent des données on-chain qui sont assez pertinentes. Et tu as aussi ce qui est lié au sentiment de marché, donc l'activité sur les réseaux, pour voir un peu, on parlait de hype en début de vidéo, voilà, est-ce que c'est un projet qui fait parler? Est-ce que c'est un projet sur lequel il y a beaucoup de vidéos YouTube? Est-ce que c'est des vidéos qui font beaucoup de vues? Voilà, ça permet de voir un peu l'engouement qu'il peut y avoir sur un projet. Tu vois, récemment, j'ai sorti une analyse sur CKB, Nervous Network, qui est un projet qui fait, je trouve, beaucoup parler. Et quand je regarde les données on-chain, pour moi, il se passe quasiment rien. Et donc, ce que je dis, c'est, OK, ce projet, sur le papier, la proposition de valeur, elle est hyper intéressante. Mais aujourd'hui, on est vraiment que sur une proposition de valeur. Et sachant que le projet est là depuis plusieurs années, puisque je crois que le jeton est sorti en 2019 ou 2020, voilà, j'ai des doutes aujourd'hui sur le projet, donc voilà. Et puis j'essaye aussi des fois d'être un peu, de voir un peu le côté négatif, parce que je trouve souvent, en tout cas, ce que je vois sur YouTube, c'est beaucoup de vidéos en fait qui, c'est pas qui donnent le faux mot, mais qui donnent envie en fait d'investir, où on va plus mettre en avant les côtés positifs que négatifs. Voilà. Bon, bref. Ouais, c'est un peu comme quand tu trades et que tu dis faut renverser le graphique pour imaginer que ça peut tomber et que ça peut Ouais, plutôt que ouais. Et moi, ouais, j'aime bien aussi être challengé en fait sur mes convictions, parce que ça permet de les renforcer, ou de se dire, de voir des choses que j'avais pas vues et dire ah oui, c'est vrai, et du coup peut-être il faut que je revoie ma position dessus, ou alors ça va conforter mes convictions. Voilà. Donc c'est toujours intéressant d'entendre des points de vue qui s'opposent pour se faire son propre avis, quoi. Et on dit toujours, il y a Dior, hein, do your own research, de faire ses propres recherches. C'est pas évident au début. Surtout qu'on n'a pas forcément de point de comparaison. Plus on analyse de projets, plus on peut comparer les projets les uns aux autres. Et ça, c'est vraiment très puissant. C'est comme ça, je pense que on choisit les meilleurs projets. C'est en les comparant les uns aux autres, notamment quand ils sont sur concurrents, quoi, un peu sur la même catégorie. Aujourd'hui, quand t'es équipé, t'es équipé, t'as l'expérience, t'en as fait déjà des analyses de projet. Ça te prend combien de temps si tu le fais en une fois, ou peut-être de façon régulière? Alors, ça va dépendre des projets. Déjà, il y a des projets sur lesquels on a beaucoup de données et d'autres où on en a pas beaucoup. Je te parlais tout à l'heure de plusieurs sites. CKB, par exemple, les données, elles sont nulle part. Voilà. J'ai pas compris pourquoi. J'ai fait un appel dans la vidéo à ceux qui sauraient pourquoi. Voilà. Moi, je suis pas développeur, donc j'ai aussi j'ai pas l'expertise en fait pour comprendre ça. Donc voilà, s'il y en a qui l'ont, euh, ça va prendre plusieurs heures, hein, souvent. Alors peut-être pas plusieurs jours, mais ouais, au moins, alors 2-3 heures, c'est vraiment le minimum. Mais il y a des projets sur lesquels je peux passer 6 heures, 8 heures pour vraiment appréhender tous les aspects et comprendre aussi, parce que techniquement, c'est pas toujours évident quand on n'est pas développeur de comprendre en fait la technologie qui est proposée ou qui a derrière un projet. Et là, au travers de tes analyses de projet, qu'est-ce qui t'a fait peut-être est-ce qu'il y a des éléments que tu considères du coup déterminants qui font que ça va te faire gagner du temps, parce que si c'est un peu rédhibitoire le truc, on passe au prochain, tu vois, versus là on va creuser un peu parce que peut-être que quand même ça a vraiment un potentiel. À quoi tu t'arrêtes, ou à quoi justement quel est le plus important de tes facteurs que tu regardes? Bon, c'est Mais une bonne question. peut-être qu'il y en a pas, hein. C'est si tu as eu au travers de tes analyses des enseignements en disant ouais là par exemple j'ai passé 8 heures sur le truc, alors qu'en fait ça fait que voilà, par exemple typiquement moi ça m'est arrivé à la tokenomics c'est pourri, en fait je me suis passé du temps sur pourquoi ça peut être bien, pourquoi cas d'usage, l'équipe, tout ça, et en fait non, en fait le truc est tellement
facilement manipulable en termes de cours que je vais me faire avoir, quoi. Donc tu vois, genre, mais je sais pas. Tu Si vois, t'en allais, alors, ouais. le Cubic, c'est un projet dont j'ai entendu parler plusieurs fois par plusieurs personnes, et un des cofondateurs, c'est le même que celui qui a fait le projet Iota, et moi c'est quelqu'un pour le coup en qui j'ai pas confiance, et donc du coup Cubic, même si la proposition de valeur peut sembler intéressante, s'il y a un nom qui me parle pas, du coup j'y vais pas. Bon, ça reste quand même à la marge. Tu parlais de tokenomics, c'est sûr que la tokenomics, c'est un élément qui est très important, mais je trouve que c'est très important surtout en marché baissier. Quand on part en bull run, quand on part en hyper euphorie, on s'en fiche. Il peut y avoir la moitié des jetons qui sont relâchés dans les semaines ou les jours qui suivent. C'est pas un problème. L'impact, il sera très fort par contre en marché baissier. Là, ça fait vraiment très très mal, et c'est pour ça sur ces projets-là, c'est important de sortir. Si tu prends l'exemple de Sui qui est un projet qui fait pas mal parler en ce moment. Sui, il a une tokenomics qui est quand même pour moi risquée. Alors ça va pas l'empêcher de faire des très belles performances. En tout cas, il y a le potentiel. En revanche, pendant le marché baissier, c'est certainement pas une crypto que je garderai. Mais parce que quand tu dis c'est en marché baissier que c'est plus douloureux, c'est parce qu'en fait en marché haussier ça pousse tellement derrière, il y a tellement de demandes qu'en fait l'impact sera neutralisé. Alors qu'en baissier, il n'y a rien qui va contrebalancer l'effet très négatif. Okay, Tu peux même avoir un effet de rareté en fait en marché haussier. Comme il n'y a pas 100% des jetons en circulation, s'il y en a que 10% ou 5%, ça crée aussi un effet de rareté, de disponibilité du jeton, ce qui peut le faire monter très vite. Et par contre, après, quand on part en marché baissier et que donc il y a le vesting avec les investisseurs de première site, tout ça qui commence à récupérer leurs jetons, ça va créer une pression baissière. En tout cas, il y a le potentiel de créer une pression baissière pendant un an et demi, quoi. Et ça peut faire très mal. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de projets qui ne réatteignent pas leur ATH. Parce que au moment du marché haussier, il y avait peut-être que 10-20% des jetons en circulation. Et je pense à Filecoin. Et au cycle suivant, il va y avoir 50-60% des jetons en circulation, donc il y en aura beaucoup plus. Et des fois, tu as un niveau de capitalisation qui finalement est assez identique, mais avec un prix du jeton qui est beaucoup plus bas, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus en circulation. Est-ce que ces analyses approfondies de projets, elles t'ont récompensé par rapport au fait que, par rapport à nos stratégies, parce que des gens peuvent nous écouter et se dire bon tout ça, moi j'ai pas le temps, et non. Et en plus, j'ai comme l'impression que même si je me mets sur Bitcoin tout simplement ou Ether en mode buy and hold, je vais être plus performant que Jonathan qui fait ses analyses et qui passe ses 8 heures par projet sur. Est-ce que quand même il y a des projets, des analyses que tu as fait qui t'ont vraiment qui ont été bénéfiques à la performance ou qui t'ont fait ne pas aller sur un truc qui pue, si t'as des... Clairement, ça m'a évité de perdre ça m'a évité de perdre de l'argent. Après, l'avenir nous dira. En tout cas, aujourd'hui, c'est des projets qui ont perdu beaucoup de valeur. Ça veut pas dire qu'elles en reprendront pas en cas de bull run. Mais aujourd'hui, si j'avais investi dessus, j'aurais nettement moins. Donc déjà, ça permet de se prémunir et de protéger un peu son capital. Et ensuite, sur des projets, oui, de faire des jolis multiples et aller sur des projets qui vont surperformer Bitcoin, oui. Après, pour quelqu'un qui a pas le temps, clairement, Bitcoin, c'est ce qu'il y a de mieux. Vraiment. Pour moi, quelqu'un qui va être, on va dire, plutôt bon père de famille, mais qui a pas le temps, qui a son job, ses investissements immo ou bourse machin, qui a je sais pas 1 à 2 heures à créer maximum par mois, 5 minutes par mois, un peu de Bitcoin, et puis voilà. Ouais, on reste là, quoi. C'est suffisant. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai fait des jolis multiples sur certaines cryptos, mais j'ai aussi perdu sur d'autres. Et aujourd'hui, quand je regarde mon portefeuille et ce qui m'a le plus rapporté, c'est Bitcoin que j'ai acheté en 2017, que j'ai pas vendu. Donc c'est sûr que si j'avais vendu et racheté plus bas, j'en aurais plus. C'est toujours facile de dire après, oui, j'aurais dû revendre au top, racheter au bottom. Mais clairement, c'est ça qui m'a le plus enrichi en crypto, c'est d'acheter du Bitcoin en 2017. Ouais. Mais c'est aussi parce que j'ai un profil prudent où
même si je vais m'exposer sur des alts, comme c'est des petits pourcentages, même si je fais x10, x15 ou plus en fait, comme le pourcentage est faible, l'enrichissement est plus important en valorisation, en chiffres sur Bitcoin. Ouais. Non, je comprends. Après, c'est vrai que ouais. Tu as toujours le contre-exemple du mec qui a fait x100 avec un gros capital, il a fait all-in sur une small cap et qui a du coup, qui s'est enrichi rapidement. Mais à contrario, t'as le mec qui a hypothéqué sa baraque et tout perdu. En fait, ce que tu dis, ça me fait penser à 2021 avec le Shiba, où on a vu pas mal d'articles sortir de millionnaires du Shiba. Il est devenu millionnaire grâce au Shiba. Moi, je pense aussi à tous ceux qui ont été ruinés ou qui ont perdu beaucoup d'argent avec cette crypto. Et aujourd'hui, sur les mêmes coins, effectivement, c'est la catégorie qui performe le mieux en crypto en 2024. Je crois que c'était le cas aussi en 2023. Même si moi, c'est une catégorie que j'exclus par rapport au risque que ça représente, ça n'empêche que la catégorie surperforme. Mais il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de meme coins qui sont créés chaque jour. Alors, je vais peut-être dire une bêtise si je dis plusieurs millions par jour. En tout cas, sur l'année, il y en a des millions. Et la plupart, ça vaut rien et ça vaudra jamais rien. Donc, en fait, le risque, pour moi, en tout cas, il est très, très élevé. Ouais. Oui, et puis le vrai risque, finalement, si on regarde par rapport à ça, ces comportements d'investissement, c'est que c'est pas juste d'être ruiné, même si c'est assez horrible, mais c'est le fait de pas pouvoir avoir le capital pour revenir, quoi. Parce qu'en fait, si tu perds, t'as plus la possibilité même de revenir sur le marché. Si tu as tout perdu, t'as vendu ta baraque, t'as plus, et ça te dégoûte d'un truc, et ça te ruine. Ouais, c'est assez dévastateur. Mais il y a des gens qui sont dégoûtés de la crypto parce qu'ils ont tout perdu. Il y en a beaucoup et on n'en parle pas. Et ils sont partis. Ouais. Voilà. Par contre, les gars qui ont réussi à faire un gros X sur une crypto, bah ça va beaucoup faire parler, ouais. Et ça va donner envie aux gens d'investir dessus. T'es un petit peu sur la DeFi aussi? Tu fais un peu de ce genre de choses, ou toi t'es vraiment plus buy and hold, achat-revente de tokens? Je fais un peu de DeFi, mais pour faire travailler des stablecoins. Et même un petit peu de trésorerie IMO. Ok. Que j'utilise AAV, qui est le protocole de DeFi, pour moi un des plus sécurisés. C'est un protocole qui permet de prêter de l'argent ou d'en emprunter. Donc moi je me positionne en prêteur, donc je prête des USDC et des USDT. Et en contrepartie, je suis rémunéré entre 4 et 20% annuel. Donc ça dépend de la période, hein. C'est en temps réel. C'est actualisé tout le temps. Je crois qu'en lycée, sur un an, on est autour des 8-9%. Donc après, il faut enlever 30% de flat tax sur ses intérêts. Mais c'est toujours plus intéressant que de laisser ça sur un compte en banque. Ouais. Voilà. Donc c'est l'usage que je fais de la DeFi, un usage très basique. Ouais, mais qui te rémunère quand même mieux que ce que le système bancaire actuel, inflation incluse, pourrait te Ouais, je trouve. donner, quoi. Est-ce qu'il y a tu parlais des flat tax et tout, c'est quand tu sors les cryptos, est-ce que toi tu raisonnes justement en circuit ouvert en incluant la crypto dans ton portefeuille, dans tes usages que tu peux faire avec, ou est-ce que tu es en mode circuit fermé, où en fait tu génères des intérêts qui sont après peut-être replacés en crypto toujours, mais que tu sors vraiment en cash que très rarement? C'est quoi ta stratégie, ouais, Alors, la fréquence avec laquelle tu cash in? Ouais, moi aujourd'hui je cash-in plus. J'ai mon capital crypto aujourd'hui qui est suffisamment par rapport à mon patrimoine global, parce qu'après on n'en a pas parlé, mais l'investissement crypto, on a parlé d'allocation propre crypto, mais ça rentre dans une allocation de portefeuille global. Donc moi, mon enveloppe crypto, en fait, elle est suffisamment, j'ai envie de dire, importante par rapport au reste pour ne plus mettre des euros dedans. L'idée, c'est plus d'en sortir maintenant, mais ce que je ne veux pas, c'est en sortir pour en remettre. Tu vois, si je cash out et que je paye 30% de flat tax sur les plus-values, c'est pas pour derrière remettre l'argent. Voilà. Donc l'objectif pour moi,
C'est plus de continuer à faire grossir mon capital et ensuite de pouvoir cash out de manière un peu récurrente. Voilà, un peu pour avoir des revenus. Alors c'est pas des revenus passifs, mais voilà une récurrence de revenus sur les intérêts que j'aurais pu générer en crypto, que ce soit des intérêts liés au landing avec AAV ou avec des plus-values. D'accord. D'accord, t'es plutôt en mode rendement, c'est-à-dire quand je comprends bien si tu cash out que quand tu as un peu de visibilité sur le fait que le capital qui travaille en crypto te suffit à restituer lui-même, enfin se reconstituer lui-même et te permettre de dégager, qu'il faudra que tu payes de la PFU dessus, mais que ça te permet de dégager assez sûrement des revenus sans compromettre le capital qu'il faut encore continuer qui soit là pour continuer à travailler en crypto. Quoi, Exactement. si Exactement, c'est ça. Et quand tu parles de cash out périodique, c'est parce que tu préfères pas l'allier, enfin l'associer le cash out à un événement, un besoin de cash en particulier. Tu préfères que ça soit plutôt un flux, quoi. Non, c'est tout à fait possible. Ça peut effectivement, pour une raison X ou Y, si j'ai besoin d'un apport pour un nouveau projet immobilier ou si j'ai besoin, je sais pas, voilà, d'un montant, on va dire plus conséquent, le sortir d'un coup. Oui, c'est possible. Tu disais les alts c'est 25% de ton portefeuille crypto, et la crypto sur ton patrimoine, tu le définirais à quel degré? On est au-dessus des 50, on est plutôt 20-30? Ouais, on est élevé. Ok. T'es assez exposé crypto. Ouais, je suis très très crypto. Je pense qu'on est au-dessus des 50. Ouais. Alors ça peut faire bizarre en tant que voilà, je dis que j'ai un profil bon père de famille, donc pour certains ça peut paraître complètement fou peut-être d'avoir autant en crypto et qu'un bon père de famille mettrait plutôt que 5%. C'est le chiffre qu'on entend qui revient souvent. Pour moi, le potentiel de la crypto et notamment Bitcoin est tel que je prends plus de risques à rester en euros sur quel que soit en fait, que ce soit en banque, en action, en obligation ou en placement immobilier, peu importe, SCPI, crowdfunding IMO ou même en IMO direct. Pour moi, la crypto, le potentiel est tel que c'est beaucoup plus intéressant. Après, j'ai 39 ans, je considère quand même que je suis encore jeune et que je peux encore prendre des risques. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai ce niveau-là encore, on va dire, élevé. Et probablement au fil des années, ça devrait se réduire. T'as des enfants aussi, toi, hein, non? Ouais, 2. Ok. Je sais pas de te mettre la pression, hein, c'est tout. C'est une réponse tout à fait recevable. Non, après, je pense que ça dépend effectivement de la version risque et de aussi de on va dire la conviction que tu as sur Bitcoin, parce que bon père de famille, c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas les cryptos, Bitcoin c'est un truc très dangereux, très nocif. Pour quelqu'un qui est dans la crypto, c'est justement un peu le contraire. Bitcoin c'est le truc sûr, quoi. Donc je peux comprendre si en plus tu as une allocation essentiellement sur ce. En fait, ouais. Bitcoin, pour moi, ça représente aussi la liberté financière. Si je veux transférer du Bitcoin à qui que ce soit, j'ai aucune autorisation à demander. Je détiens les fonds. Voilà, c'est la liberté. Sous réserve que la personne en face y accorde aussi une valeur. Et ça aujourd'hui, c'est pas la majorité des gens, faut le reconnaître. Ouais, non, mais j'avais une réponse similaire d'Éric Larchevêque quand il sur ce podcast qui disait voilà, si personne peut venir et te dire hey, qu'est-ce que t'as écrit là sur un tweet ou un machin, ton argent là hop c'est plus possible, tu vois. En gros, tu t'es complètement libre. Ouais, non mais c'est intéressant. Ouais, non, ce que j'allais, enfin ce qui me fait penser aussi que quand on pense à l'IMO comme vraiment un actif sûr, c'est intéressant d'avoir la perspective que pour toi, c'est plutôt le risque de manquer l'opportunité d'un actif dont tu crois qu'il va s'apprécier, le fait de rater le coche qui pour toi est un risque plus important que celui de perdre sur un truc que certains peuvent considérer comme trop risqué, quoi. Ouais. Après, ça m'empêche pas de faire de l'immobilier à côté. Ouais. Mais d'immobilier avec l'effet de levier. Pas le cash. J'ai fait un peu de crowdfunding au tout début, peut-être en 2014, 2015. Il y avait quelques plateformes comme ça qui proposaient déjà du crowdfunding IMO.
J'étais au début et j'ai placé, j'ai pas mis des grosses sommes, hein, mais je suis peut-être monté à 10-15 000 euros. Mais au fur et à mesure que j'ai récupéré les fonds, je suis pas, j'ai pas fait. Je sais qu'il y en a qui font la boucle. Tu sais, ils récupèrent les fonds d'un projet, ils remettent dans un suivant. Et je trouve que c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est un système qui est intéressant. Après avoir le taux de casse, faut quand même savoir un peu analyser les projets aussi. Mais ça peut être intéressant, je pense. Mais pour moi, le coût d'opportunité par rapport à être dans Bitcoin, il y a pas photo. Aujourd'hui, on a une corrélation qui est quand même assez forte entre les liquidités dans le monde et l'évolution du prix du Bitcoin. On parle des cycles de 4 ans pour Bitcoin, mais si on regarde les cycles de liquidité ou d'impression monétaire, on a aussi cette cyclicité. Je pense que c'est pas un hasard. Et dans le temps, on ne fait qu'imprimer des euros et des dollars en plus. En Chine, c'est pareil. Là, ils ont relancé la planche à billets. Donc, inévitablement, les actifs en fait se valorisent, que ce soit l'or, l'immobilier, la bourse, ou maintenant cette nouvelle classe d'actifs, les cryptos. Et je pense que Bitcoin en tête de liste va continuer de faire des perfs très belles dans les années qui viennent. Ouais, tu prêches à un convaincu. Et beaucoup de gens vont commencer à s'y intéresser. Je rappelle aussi encore que on fait pas de conseils ici en investissement. Vous êtes vraiment libre. On ne conseille à personne de faire quoi que ce soit. On peut avoir l'air peut-être exalté, Jonathan et moi, sur une classe d'actifs auquel on croit, mais faites vos recherches et prenez vos décisions de façon informée. Top. Est-ce qu'il y a des sites, des ressources que du coup tu t'en as cité un petit peu sur la tokenomics, notamment pas la tokenomics mais les analyses on-chain avec Dune, ou deux trois autres que tu disais. C'est quoi pour toi le setup de quelqu'un qui veut être informé en crypto, sachant qu'il y a aussi beaucoup de choses que il faut pas regarder, enfin pas forcément regarder ou pas trop prêter attention parce qu'il y a beaucoup de chill, etc. dans ce milieu. Alors, si tu me permets, un petit moment promotion. Mais les gens peuvent, les ressources sont disponibles sur Internet. Tout est disponible en gratuit. Mais tous les mois, je fais un rapport dans lequel je condense en fait toutes les informations qui pour moi sont essentielles et je donne mon interprétation. Il y a 4 types de données que je collecte. C'est les données macroéconomiques. Donc on parlait des liquidités. Donc c'est lié aux banques centrales, aux décisions de banques centrales d'augmenter ou de baisser les taux. Là, on est plutôt dans une phase où on baisse les taux, donc favorable à une augmentation des liquidités et donc à une augmentation de la valorisation des classes des actifs risqués. On a les données qui vont être techniques. Donc là, c'est plus l'évolution du cours du Bitcoin ou l'évolution du cours global des cryptos, où on va voir, voilà, si on est plutôt dans une phase intéressante pour investir ou pour prendre des profits, ou une phase où il vaut mieux rien faire, hein, parce qu'il y a quand même des moments où il faut quand même s'asseoir sur ses mains, même si on a envie d'agir, même si voilà, c'est vrai que des fois ça manque un peu de punch parce qu'on se dit ouais, on vient dans les cryptos pour avoir de l'action et puis finalement il se passe pas grand chose. Il y a des mois où il se passe rien, où il faut rien faire. Les données on-chain. Donc là, le site, alors il a été renommé, c'est Bitcoin Magazine Pro. Donc ça permet d'avoir beaucoup d'informations qui, notamment, vont retranscrire en fait la psychologie des marchés. D'ailleurs, l'analyse technique, c'est ni plus ni moins qu'une retranscription de la psychologie des marchés. C'est un élément qui est quand même très très important. Tout n'est que psychologie, hein. Ce qui fait que les gens achètent ou les gens vendent, c'est lié à leurs émotions principalement. Ensuite, donc il va y avoir les données liées à ce qui se passe un peu sur les réseaux, l'activité sur les réseaux, sur Google Trend aussi. Voilà, est-ce que il y a une tendance à la recherche de comment acheter de la crypto. Donc données macroéconomiques, données techniques, données on-chain et les données liées directement au sentiment de marché pour aller voir si les gens sont plutôt dans la panique ou dans l'euphorie, pour simplifier, quoi. Et donc en fait, une fois que tu as croisé ces 4 données, bah ça te donne un peu une idée du sentiment de marché, de où on en est, et ça peut te permettre de savoir voilà, si c'est plutôt bien pour investir ou pour prendre des profits. En gros, pour schématiser.
Pour les ressources sur les données macroéconomiques, il y a le site du CME. Il y a le site de la Fed également pour suivre un peu l'évolution de la masse monétaire. Sur les données techniques, donc c'est TradingView. Sur les données on-chain, donc on a vu, c'est principalement Bitcoin Magazine Pro. Et sur les données de sentiment de marché, il y a le site Blocks, The Block. Et le dernier, c'est également Bitcoin Magazine Pro, où on voit l'évolution du Fear and Greed croisé avec le cours du Bitcoin. Voilà, il y a plusieurs graphiques à aller chercher pour avoir voilà une tendance globale. Donc généralement, comment dire, moi pour la sortie, j'ai mon plan de vente sur chaque crypto avec des cibles de vente, mais je continue de croiser toutes ces données parce qu'il y a un moment donné où potentiellement le marché se retournera et certaines de mes cibles de vente ne seront pas atteintes. Et dans mon objectif de sortir à 100%, quitte à sortir trop tôt, il faudra que je prenne la décision de sortir et je compte sur l'analyse que je ferai de ces données pour sortir à un moment qui me soit profitable. J'aime beaucoup ça, cette approche. Très bien, ouais, carrément. Ce que je te propose, on n'a pas discuté avant, mais si tu veux, on peut peut-être essayer de faire une sorte de PDF ou de mettre toutes les notes. Ce sera dans les notes d'épisode, tous ces sites-là. On va peut-être en redonner, et puis on fera peut-être un PDF pour les gens qui veulent sur demande avoir une sorte de récap de toutes ces ressources. Ouais, pas de souci, avec plaisir. Juste, j'avais oublié de te demander quand tu parlais justement de ce que tu faisais toi avec la crypto et de tes objectifs avec. T'es toujours salarié du coup ou t'as quitté ton job ou comment? Moi, j'ai quitté mon job en 2021, octobre 2021. Donc ça fait 3 ans maintenant que j'ai quitté. 4 ans. Okay. 2020, octobre 2020, ça fait 4 ans. D'accord. Ça passe vite. Ouais. Et tu vis de quoi aujourd'hui justement des fruits de ton capital ou tu fais d'activités à côté? Alors moi je vis effectivement des fruits de mon capital et également des accompagnements que je propose. Je propose formation et accompagnement. Voilà. Mais aujourd'hui je vis plus de mon capital que de mon programme d'accompagnement. Ça fait une super transition. J'allais te demander justement où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent discuter un peu plus avec toi, en connaître un peu plus et voir éventuellement comment tu peux les aider. Moi, mon blaze, c'est la Crypto by Joe. Donc sur YouTube, la Crypto by Joe, sur Instagram, la Crypto by Joe, et par mail, c'est contact@lacryptobyjoe.fr. Bon, et après, il y a le site internet qui s'appelle lacryptobyjoe.fr. On peut pas vraiment se planter, quoi. Voilà. Il y a ma tête, voilà. Donc c'est assez facile à reconnaître. Ça marche. Merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir ouvert encore une fois ton expérience et puis ta pratique. Voilà, chaque profil est différent. Encore une fois, on donne pas de conseils, mais c'était, je trouve, très éclairant de voir le profil et les pratiques d'un vétéran, la façon de penser aussi. Ça donne une idée de comment aborder le prochain cycle, je trouve, de façon plus sereine et d'essayer d'éviter de FOMO, quoi. Ouais, c'est ça. Éviter de se faire prendre par les émotions. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Pareillement. Merci à toi, Jonathan. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, tu vas adorer l'épisode 174 avec Owen Simonin, Asher, dans laquelle on détaille quelle approche adopter pour pas se faire plumer dans l'univers crypto. Sur le prochain Bull Run, tu vas adorer.